Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Tchad, en première partie de cet épisode où le général Mohamed Idriss Déby Itno a prêté serment aujourd'hui pour un mandat de 5 ans. La cérémonie officielle d'investiture a eu lieu dans la capitale N'Djamena en présence de chefs d'État, de chefs de gouvernement et de présidents de parlement. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie. Rappelons à ce propos que le souverain avait adressé un message de félicitations au président de la République du Tchad à l'occasion de son élection. Et avec nos experts ce soir, nous analyserons les enjeux nationaux et aussi régionaux du nouveau président tchadien. Et de N'Djamena, nous nous envolerons vers la capitale malienne qui accueille la 24e édition du Forum de Bamako. Et une édition qui se tient dans un contexte particulier de transition politique et surtout au lendemain de la fin du dialogue intermalien. Le thème d'ailleurs choisi cette année se veut fédérateur autour de la culture. Le Mali, ce grand pays du Sahel qui reste ouvert et à l'écoute. Au passage, le forum de Bamako se veut le petit Davos de l'Afrique. J'accueille pour le débat de ce soir, d'abord en plateau, le professeur Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur d'études stratégiques au Collège de Défense, Dr Mohamed Badjili Atoui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Marhaba. Un discours donc prononcé aujourd'hui à l'occasion de l'investiture ou de son investiture. Le président Mohamed Déby Itno qui prononce un discours, il faut le dire, professeur Sahimi, un discours fédérateur. Je vais citer un extrait du discours du nouveau président tchadien. Nous, Mohamed Idriss Déby Itno, jurons devant le peuple tchadien et sur l'honneur de remplir les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Le président assure un retour à l'ordre constitutionnel et il promet d'être le président des Tchadiens de tout horizon et de toute sensibilité. Un commentaire, professeur Sahimi. La difficulté d'un tel discours pour le président nouvellement élu, le général Mohamed Idriss Déby Itno, tient à des contraintes qui pèsent sur la vie de son pays. Il y a eu un processus électoral qui a conduit à son élection avec une majorité confortable, 61% des voix. Mais il y avait aussi un candidat, Success Marsa, qui avait eu 18%, et un troisième candidat qui a eu 17%, qui est un ancien Premier ministre. Donc voilà une société politique éclatée en termes électoraux en tout cas, mais elle est également éclatée en termes ethniques, etc. Deuxième élément, comment ce discours va se traduire en termes opératoires dans la vie politique de ce pays, du Tchad. Il y a maintenant une question qui est posée, c'est les conditions politiques à réunir pour créer un climat qui permette un processus démocratique inclusif, c'est-à-dire où tout le monde a sa place dans le système politique. C'est une grande difficulté compte tenu des contraintes que j'évoquais, la situation intérieure, sécuritaire et autres, etc. Il y a aussi un atout, entre autres, au moins qu'a le nouveau président, c'est le fait que c'est une personnalité charismatique qui a... Les jeunes. C'est un quadra, oui, absolument. Oui, c'est d'ailleurs une nouvelle génération en Afrique. On aura l'occasion d'en parler peut-être une autre fois. Donc, c'est des quadras. C'est le fils de son père, si je puis dire. C'est le fils d'Idriss Déby qui a dirigé le Tchad pendant 31 ans, depuis 1990. Mais sans doute parce qu'il relève de cette génération des 40 ans, des quadras, il a de nouvelles idées. Et puis, il sait qu'il faut changer. La difficulté, c'est la continuité, évidemment, mais aussi le changement, d'autant que les demandes internes sont très fortes. Et que dans la vie politique tchadienne, comme dans d'autres pays, d'ailleurs on l'a vu au Sénégal aussi, il y a un renouvellement générationnel des citoyens, sans parler d'aspirations nouvelles, lutte contre le chômage, le souverainisme, la démocratie. Il faut lui souhaiter plein succès.
Mohamed Badiliati, oui. Alors, le président tchadien, donc nouvellement élu, qu'on appelle déjà Midi de par les initiales de son nom. L'acronyme. L'acronyme, absolument. Merci, professeur Sahibi. Le mot m'échappait, merci. Alors, il est donc issu de l'armée. C'est un général, il a l'appui de l'armée. Et il a aussi l'appui d'une certaine population du Tchad. Quand il promet d'être le président des Tchadiens de tout horizon et de toute sensibilité, quels pourraient être les enjeux pour fédérer justement toutes les sensibilités et tous les Tchadiens pour ce général? Alors, comme vous l'avez dit, il vient de l'armée, il a fait toute sa carrière dans l'armée, il est intervenu sur un certain nombre de dossiers, aussi bien quand il était à la présidence auprès de son père que sur le terrain. Il est même intervenu au Mali à une époque. C'est quelqu'un qui est respecté par les militaires et c'est quelqu'un aussi qui est respecté par une partie de la population, ce qui lui a permis de se faire élire. Maintenant, il faut bien prendre en compte la situation à la fois interne avec des enjeux sécuritaires énormes. On avait les rebelles du FACT qui s'étaient notamment attaqués à son père et qui expliquent la disparition de Déby Senior. Et on a aussi un contexte régional très compliqué. On a la Libye et le Tchad qui ont toujours eu des relations très particulières. On a la République centrafricaine qui n'est pas loin et qui a ses problèmes. On a le Soudan qui fait face aussi à un conflit interne très très fort. Donc il a un besoin de fédérer autour de sa personne afin de démontrer qu'il est le seul qui puisse garantir la sécurité des Tchadiens. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est celui du développement économique. C'est un pays qui souffre à plusieurs niveaux, sur la question énergétique, sur la question alimentaire, et il doit moderniser le pays, notamment afin de garantir l'électrification et garantir la sécurité alimentaire des Tchadiens. Et pour ce faire, il va devoir s'appuyer à la fois sur l'armée, bien entendu, mais aussi sur une administration qui va devoir moderniser afin de la rendre plus efficace et beaucoup plus proche, entre guillemets, des citoyens tchadiens, afin de mettre en œuvre ces programmes. Et l'attente est longue, le niveau de pauvreté est assez élevé, l'indice de développement humain n'est pas très bon. Donc les défis sont nombreux, mais on pense qu'avec une nouvelle équipe et avec la jeunesse et une vision, on va dire, nouvelle, peut-être que les choses iront mieux. Mais le contexte interne, tout comme le contexte régional, tout autour de lui, sans parler bien sûr des pays du Sahel, bien évidemment, qui ont des situations complexes, font qu'il va avoir besoin de mettre en place rapidement ces réformes et de démontrer qu'il a la capacité à transformer son pays, un pays qui est un pays stratégique pour de nombreux pays, notamment pour la France. En parlant de la France, la France a été représentée par le ministre du Commerce extérieur et de la francophonie, donc à cette cérémonie d'investiture du président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno. Pourquoi ce ministre, Moustapha Sahimi, pourquoi le ministre du Commerce extérieur et pas un autre ministre du gouvernement Attal? Il faut d'abord relever, à propos de Paris donc, et de N'Djamena, qu'en mars, voici 2 mois, le président Macron avait envoyé un ancien ministre, Jean-Marie Bockel, pour voir les conditions dans lesquelles pouvaient être redéfinies, sinon réarticulées, les relations entre les 2 pays. Et cet ancien ministre français avait dit des choses intéressantes. Il avait dit, le président m'a missionné pour voir sur place comment adapter le dispositif militaire français au Tchad. Il s'agit d'1 millier d'hommes, il s'agit de 3 bases. Et d'ailleurs, c'est le seul pays où maintenant la France dispose de bases, puisque, vous le savez, les effectifs militaires français ont été remerciés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Alors, il s'agit donc d'une adaptation par rapport à de nouvelles contraintes et peut-être des périmètres plus restreints pour ce qui est des relations militaires, mais aussi d'une révision d'un accord de défense qui existe entre les 2 pays. Oui. Donc, la question posée, celle de pourquoi le ministre du Commerce extérieur, peut bien montrer
que l'on est passé d'un état d'esprit à un autre. Si ça avait été le ministre des Armées ou des Affaires étrangères, on aurait dit c'est la France-Afrique qui continue, même sous la présidence de Macron. Il s'agit donc du ministre du Commerce extérieur français, et donc on parle économie, on parle échange, etc. C'est une manière de décrocher, en tout cas de tenter de décrocher les relations bilatérales, des paramètres parasitaires qui pesaient sur les relations bilatérales traditionnelles. Et il est aussi ministre de la francophonie. Oui. C'est ça. Voilà. Ça a aussi toute sa symbolique par rapport à cette présence française dans toutes ses dimensions, dans cette région en particulier de l'Afrique. Il y a aussi une autre personnalité qui était annoncée. Il s'agit du vice-ministre russe de la Défense. Mohamed Badiliati, oui, bien sûr, vous êtes l'expert, entre autres, des questions de défense et de sécurité. Pourquoi le choix, selon vous, et quel signal, surtout, envoie Moscou en envoyant son vice-ministre de la Défense pour l'investiture du président élu du Tchad? Les Russes font un choix clair et ont des idées assez précises depuis un certain nombre d'années maintenant de ce qui se passe en Afrique. Ils veulent être présents dans un certain nombre de pays. On a vu la Centrafrique quelques années et depuis plus récemment, des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, où un certain nombre de militaires russes, bien de Wagner, ont été présents. Il y a la Libye, bien évidemment, aussi, où ils ont une forte présence, et le Soudan. Et on voit que les Russes, après s'être absentés de l'Afrique à la fin de la guerre froide et la disparition de l'URSS, souhaitent revenir pour des raisons stratégiques, pour des raisons aussi économiques, et qu'ils font face à une concurrence féroce, puisque les Chinois sont présents depuis maintenant 2 décennies pour la question économique, dans l'ensemble de l'Afrique d'ailleurs, et au-delà des Russes, on a les Français qui, même s'ils ont été dégagés de plusieurs pays africains, le Tchad, ça reste très particulier. Le professeur Sémé a très bien expliqué qu'ils avaient toujours des bases et des militaires au Tchad, et la relation entre la France et le Tchad est une relation très particulière. D'ailleurs, les Français s'en sont servis pendant longtemps pour lutter contre l'extension de l'influence de Muammar Kadhafi à l'époque des années 80 notamment, et on voit que la relation entre la France et le Tchad est complètement différente de celle entre la France et les autres pays, on va dire à proximité. C'est une relation qui est très très forte et qui s'est maintenue malgré les différentes crises qu'il y a pu avoir, notamment la dernière au Niger où tout le monde se souvient. C'est aussi une volonté russe de montrer qu'ils sont présents, puisque les Américains aussi cherchent à s'implanter, on va dire, militairement un peu dans tous les pays afin de fournir de l'aide, fournir du matériel, fournir de la technologie. Les Russes souhaitent montrer qu'ils sont une alternative crédible, et Vladimir Poutine souhaite aussi montrer qu'au-delà du conflit ukrainien dans lequel il s'est enlisé, il y a le Moyen-Orient, notamment avec la Syrie, qui reste, on va dire, le maillon fort et de son alliance, et des bonnes relations avec l'Iran et avec la plupart des pays du Golfe. Il souhaite aussi se développer ses relations avec un certain nombre de pays africains. Le Tchad pourrait en faire partie, mais on sait que c'est plutôt le Niger, le Burkina Faso et le Mali où la présence russe s'est fait, on va dire, le mieux sentir et le plus sentir pour le moment. Alors, le président du Tchad, alors il était président de la transition, qui s'était rendu à Moscou, reçu par Vladimir Poutine. C'était en janvier dernier. Donc, il y a eu cette rencontre alors qu'il était encore président de la transition. Alors, d'autres personnalités étaient présentes à cette cérémonie d'investiture. Il y a le président mauritanien, pour ne citer que lui, plusieurs chefs de gouvernement et aussi des présidents de parlement. Rachid Talbi El-Alami, président de la Chambre des représentants, y était pour représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mustafa Sahimi, dans la représentation de l'État. Peut-être un rappel pour nos téléspectateurs qui ne sont pas marocains ou qui ne connaissent pas peut-être cette représentation de l'État et où se situe le président de la Chambre des représentants. Dans le protocole officiel, il y a évidemment Sa Majesté le roi, Amir el-Mouminin. Le numéro 2 dans l'ordre protocolaire de l'État, c'est le chef du gouvernement.
Et le numéro 3, c'est le président de la Chambre des représentants. Alors, c'est intéressant, le rôle du président de la Chambre des représentants vient au numéro 4, le président de la Chambre des conseillers. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est toujours le président de la Chambre des représentants qui est appelé souvent donc à représenter Sa Majesté le Roi des cérémonies d'investiture en Amérique latine, en Afrique, ailleurs, etc. Et il y a là une diplomatie parlementaire et ça donne aussi une visibilité à notre institution parlementaire. C'est une institution démocratique parce que c'est un suffrage direct. Et donc, c'est une manière aussi de montrer qu'il y a un pays avec des institutions. En plus, il y a sûrement, évidemment, la capitalisation diplomatique faite par le président de la Chambre des représentants, Rachid Al-Balami, qui a eu plusieurs mandats parlementaires, qui a déjà exercé la présidence de la Chambre auparavant, dont le mandat a été renouvelé en octobre 2021. Ça donne au président de la Chambre, porteur d'un message royal et représentant Sa Majesté le Roi et l'État marocain, ça donne des facilités du fait qu'il y a un carnet d'adresses. Quand vous tournez beaucoup à l'international, il y a un carnet d'adresses, il y a des réseaux qui se constituent, dans le cadre non seulement interparlementaire, mais aussi au contact officiel. Et je crois que c'est une bonne décision que celle, évidemment, de faire représenter Sa Majesté le Roi par le président de la Chambre des représentants. Ce n'est pas le cas d'autres pays. Pas le cas d'autres pays qui, pour des raisons particulières tenant en relation qu'ils ont avec le Tchad, ont envoyé un ministre des Affaires étrangères, c'est la formule conventionnelle, mais je crois que c'est important. Alors ça tient aussi, il faut le dire, aux relations entre les deux pays, Maroc-Tchad. Ce sont des relations traditionnelles d'amitié, de coopération. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler un fait. En 2006, le Tchad a retiré sa reconnaissance de la prétendue RAST, 2006. Et continuellement, le Tchad a réaffirmé son soutien à la proposition marocaine de 2007 devant le Conseil de sécurité sur l'autonomie et devant toutes les instances internationales. Plus encore, notre ministre des Affaires étrangères l'a rappelé lors d'une rencontre avec son colloque tchadien. Le Tchad a été extrêmement actif au sein de l'Union africaine pour la réadmission du Maroc au sein de cette organisation continentale consacrée à la fin janvier 2017. C'est des relations importantes parce que elles sont illustrées par le message Sa Majesté le Roi qui a été transmis au lendemain de l'élection du président Mohamed Idriss Déby Itno. Le souverain adresse ses félicitations les plus chaleureuses, vous savez, dans ces messages-là. Chaque mot est étudié avec une précision particulière. Et il se félicite des relations exemplaires entre les deux pays et évidemment, il formule des vœux pour que le nouveau président œuvre activement pour la paix. On a aussi le choix des mots. La paix, l'unité et le développement durable. La paix, c'est la position du Maroc. L'unité aussi, parce qu'il y a, vous savez, des tendances séparatistes au Tchad, c'est important de le rappeler, et le développement. Et puis la félicité aussi pour la confiance du peuple placée en lui. Il a salué enfin son engagement à défendre les aspirations du peuple. Donc un message fort de relations, d'amitié. Il faut rappeler aussi qu'en septembre 2022, le Tchad a ouvert un consulat général à Dakhla. Ça fait partie de la trentaine de consulats ouverts à Dakhla et à Laayoune. Et puis le Maroc n'ignore pas le rôle important du Tchad dans la région. Son apport militaire, son apport sécuritaire pour la stabilité, la lutte contre le terrorisme où le Maroc, vous savez, est en première ligne. Et puis sur le plan bilatéral, il y a une commission mixte qui travaille avec de nouveau des accords qui ont été signés et des accords élargis non seulement à la coopération économique, etc., mais aussi à de nouveaux secteurs comme la formation, des bourses pour les étudiants tchadiens, les cadres, les télécoms, l'habitat, la finance, sans oublier, pour finir, de nouvelles pistes d'investissement par exemple, en matière de raffinage, de transport et mines. Et je puis vous dire que les opérateurs marocains et la CGM sont extrêmement intéressés par les opportunités qu'offre désormais l'économie tchadienne. Absolument, d'autant plus qu'avec l'initiative de l'Afrique atlantique et surtout
l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI de désenclavement des pays du Sahel et leur ouverture sur le reste du Sud global, eh bien, cette initiative a été très très bien accueillie par tous les pays du Sahel. Et d'ailleurs, c'était aujourd'hui même, ou plutôt hier, lors d'un forum organisé à Dakhla avec nombre d'ambassadeurs de pays africains au Maroc. L'ambassadeur du Tchad, Hassan Adoum Bakhit Hagar, a relevé que, je cite, cette action solidaire proposée par le Maroc constitue une occasion idoine pour renforcer davantage notre sphère de coopération économique. Il a, par la même occasion, salué les efforts du Royaume qui mettra à la disposition des pays du Sahel ses infrastructures portuaires, routières et maritimes pour réussir ce projet prometteur. Oui, Mustafa Sahmi. D'abord, c'est un bon agenda que cette visite d'ambassadeurs africains d'Dakhla pour voir sur place ce qui est fait. Ils ont des consulats généraux. Ça ne manque pas de signification. Je voudrais relever que la diplomatie marocaine présente au moins deux particularités liées entre elles. La première, c'est la consolidation des acquis de coopération avec tel ou tel pays. Mais on ne se limite pas à ça. D'où un deuxième registre. Les acquis sont là, mais imaginez, cherchez, trouver de nouvelles possibilités d'extension de ces champs de coopération à des secteurs différents. Secteurs différents, par exemple, l'économie verte, le changement climatique, où le Maroc, il a des propositions marocaines, mais des propositions continentales. Et sur ce plan-là, précisément, l'initiative royale, pour ce qui est de l'Atlantique, est une grande fenêtre d'opportunité pour inclure les pays de la façade atlantique dans ce système-là. Et puis aussi, il y a la proposition marocaine d'une connexion donc des pays sahéliens en direction de l'Atlantique avec le concours marocain. Et le Tchad, évidemment, est intéressé par toutes ces propositions. C'est-à-dire qu'il y a le bilatéral à consolider, oui, mais en même temps, il y a de grandes pistes d'avenir et le Maroc est porteur d'une vision. Et ça ne peut qu'intéresser un pays comme le Tchad en particulier. Et il n'y avait pas que le Tchad, bien sûr, qui était représenté. Beaucoup d'ambassadeurs, comme vous l'avez rappelé, cher Mustafa Sahmi, qui étaient présents à Dakhla. D'ailleurs, vous avez parlé de cette initiative et de cette vision, de cette philosophie du Maroc vis-à-vis de la coopération Sud-Sud qui a été rappelée par l'ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, l'AMSI, Mohamed Mtkal, qui a rappelé que Sa Majesté le Roi avait fait de cette coopération Sud-Sud le principal pilier de la politique étrangère du Royaume du Maroc, il faut le rappeler, en plaçant l'Afrique, bien sûr, au cœur de ses priorités, et ce, depuis 25 ans maintenant. Bientôt. Et ça, si vous le permettez, un mot, ça nous prépositionne sur le plan africain, d'Afrique de l'Ouest africain, et ça nous donne un avantage diplomatique compétitif ou comparatif par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays et l'approche de d'autres pays, Mohamed Badil Yatiwi, surtout que vous avez parlé de ce message adressé par le souverain au président élu de la République du Tchad, surtout que l'humain est au centre aussi de cette approche et le développement humain en Afrique est vraiment le fil conducteur de toutes les actions du royaume. Mohamed Badil Yatiwi, peut-être un commentaire sur cela. Oui, bien sûr, le message de Sa Majesté le Roi est dans le droit fil de sa démarche et de sa vision depuis maintenant un quart de siècle quasiment. Donc, on a clairement cette volonté de placer le développement humain au cœur de la démarche et du projet royal, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Et on voit aussi qu'il y a une volonté de coopérer avec l'ensemble des pays africains, ce qui est quelque chose de très positif. Et si on se rappelle aussi l'initiative pour les pays du Sahel, quand elle avait été mentionnée, elle avait insisté sur une chose, c'est que en fait, les différents projets qui ont eu lieu au Sahel depuis maintenant un peu plus de 10 ans étaient des projets de stabilisation de ces pays-là par la sécurité et par la lutte antiterroriste. Et on a vu que les succès était très très limité et qu'il y avait eu beaucoup de polémiques. Et d'ailleurs, ça expliquait en partie, pas forcément pour le Tchad, mais aussi pour les pays autour,
comme le Niger par exemple, ou le Mali ou le Burkina Faso, pourquoi il y avait eu autant de critiques concernant la présence des armées françaises, l'intervention au Mali, etc. Et la vision de Sa Majesté le Roi, c'était d'avoir une vision différente, de dire il faut stabiliser par le développement économique. C'est-à-dire que, bien entendu, les questions sécuritaires restent au cœur du dispositif, mais elles ne peuvent pas tout expliquer ou en tout cas tout résoudre. Et il faut mener dire de front sécurité et développement, et que en fait la sécurité se nourrit du développement et le développement a besoin de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de très positif qui a été martelé dans différents discours et à travers différentes initiatives et qui porte ses fruits et qui offre aussi quelque part au Royaume du Maroc d'avoir une forme de crédibilité auprès de ses partenaires africains grâce à cette vision royale et grâce à la clarté des objectifs et aussi à la solidité des démarches. Exactement, cela a été rappelé donc lors de cette rencontre à Dakhla, cette 5e édition des Journées internationales de macroéconomie et de finance, avec la présence d'experts de renommée internationale, mais aussi des représentants des chancelleries de différents pays africains, du Sahel notamment, et aussi cette vision de Sa Majesté a été applaudie à Bamako aujourd'hui aussi par le président de la Fondation Forum de Bamako, Abdullah Koulibaly, et justement pour nous parler un peu de ce forum, il y est aujourd'hui. Il s'agit du colonel Hassan Saoud qui se joint à nous depuis la capitale malienne. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, Madame Khadija. Bonsoir à mon ami Mustafa et à mon ami qui est aussi à distance. Alors, Mohamed Badine, colonel, alors, dites-nous comment se sont ouverts les travaux. D'abord, quel a été le sujet principal discuté aujourd'hui? On sait que le thème, c'est la paix, c'est le développement, c'est aussi qui se tient aussi ce forum dans un contexte particulier. Oui, c'est vrai. Ce forum est à sa 24e édition et il a innové. Il a placé ce forum sous un quadrilatère: culture, réconciliation, paix et développement. Avec la culture, évidemment, et ça, c'est nouveau. Comment, la question qui se pose évidemment, comment la culture peut jouer un rôle important pour tenter de réconcilier ce qui est réconciliable en Afrique, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de marge là-dedans. Comment participer ou contribuer à la paix dans notre continent, et évidemment, au bout du compte, est-ce que ça peut contribuer au développement? La réponse est nettement oui. Mais si vous permettez, j'aimerais faire un petit rappel historique pourquoi on en est à discuter comme ça. C'est parce que notre continent, la conférence de Berlin est passée par là. Un découpage à la règle unique qui a séparé les ethnies, les tribus, les confessions, et qui a causé une fragmentation importante dans ce continent. Et la culture n'y a pas échappé non plus. Et donc, il faut créer un espace culturel qui peut promouvoir un vivre ensemble, des valeurs de paix, des valeurs donc la culture avec un grand C. La littérature, les arts, la peinture, et il ne faut pas oublier la culture religieuse dans laquelle le Maroc s'est installé depuis longtemps. Donc voilà à peu près ce qui va être discuté dans ce forum, avec évidemment à l'honneur le rôle de la culture et son apport à la paix, à la réconciliation et au développement. Je vous résume ça parce qu'il y a encore des panels qui vont traiter chaque problème à part, mais je pense que c'est un forum qui a eu une grande influence, et M. Abdoulaye a loué les efforts du Maroc et la présence marocaine dans ce forum, comme tous les ans.
Et je pense que le Maroc est appelé à jouer un rôle important parce qu'il y a une hétérogénéité culturelle. Il s'agira de cette hétérogénéité à créer une culture homogène en éliminant ce qui peut nous différencier et en alignant ce qui peut nous réunir pour une création d'une culture endogène africaine capable de réunir tout le monde. Vaste programme, comme disait quelqu'un, mais il ne faut pas désirer, c'est un challenge de longue durée, mais pour le génie africain, il n'est pas infranchissable. Alors, où se situe justement la culture, colonel Hassan Saoud, dans les travaux aussi des think tanks qui sont représentés dans ce forum de Bamako, des think tanks de partout, de tout le continent, des quatre coins du continent, où se trouve l'approche culturelle justement dans le traitement des dossiers de fond qui sont liés à la paix, au développement, à la sécurité. Où se situe la culture aujourd'hui dans les travaux de ces think tanks? Alors, comme vous le savez, notre continent, malheureusement, est plein de conflits, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient claniques, qu'ils soient tribaux, qu'ils soient confessionnels, ils existent. Et le génie de la culture serait de pouvoir faire un peu la jonction des diverses cultures pour avoir si vous permettez, entre parenthèses, un gratin culturel africain, mais endogène, mais surtout conciliateur de tout, parce que même la culture a été fracturée par le colonialisme. Et donc, c'est l'enjeu, c'est évidemment d'essayer de réunir les cultures, de parler de ce qui nous réunit, les similitudes, et évidemment, en ce qui concerne certaines différences, c'est normal, il faut respecter la différence, mais surtout que la culture doit considérer cette hétérogénéité comme un enrichissement. Et je pense que le mot enrichissement, acculturation, intraculturalité sont revenus dans cette première journée par tous les intervenants qui ont traité le sujet. Donc, c'est un projet mobilisateur et tout le monde est sensible, mais évidemment, ce n'est pas pour demain. C'est quand même un projet de long terme, mais avec des efforts des uns et des autres, mais surtout de l'appropriation des populations de cette culture qui est de nature à rassembler pour un meilleur vivre ensemble dans notre continent. Justement, rassembler Mohamed Badili Atioui, ce forum de Bamako se tient au lendemain de la clôture du dialogue intermalien. Oui, peut-être un rappel aussi, justement, des débouchés de ce dialogue intermalien. Oui, alors il y a un dialogue intermalien qui a été mis en place. Il y a une situation qui est vraiment complexe au Mali avec une phase de transition, une volonté aussi de retrouver une stabilité et une solidité en termes d'institutions et de pratiques institutionnelles. Et le rôle du Mali reste un rôle central. Et on voit aussi la capacité de ce pays à rebondir malgré les difficultés et malgré une situation complexe depuis maintenant un certain nombre d'années, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, économique, géopolitique, mais un pays qui arrive à être résilient, à mettre en place des actions et des forums comme ce forum de Bamako, où notre ami le colonel Hassan Saoud est présent, qui démontre aussi sa capacité à incarner ce qu'il a pendant très longtemps été, c'est-à-dire un pays très important d'un point de vue africain et bien sûr au Sahel, un acteur majeur. Et ce dialogue intermalien, on espère qu'il va déboucher sur quelque chose de réellement pérenne et qui sera, on va dire, efficace sur le moyen et le long terme. Absolument. Et aussi, dialogue intermalien et indéniablement, malgré les différences, professeur Srimi, il y a une culture quand même qui rassemble.
au Mali et comme dans d'autres pays de la sous-région, mais aussi de la région. C'est une grande problématique et je voudrais prolonger ce qu'a dit mon ami Hassan Saoud pour dire ceci. Évidemment que la culture est un vecteur clé de la cohésion sociale. Mais on parle de quoi? On parle d'un premier niveau, c'est la culture nationale de chacun des pays. Laquelle culture nationale, elle est fragmentée par des arts et des traditions. Donc, il y a, vous savez, le problème ethnique qu'il y a en Afrique, où il y a des pays où il y a des centaines d'ethnies qui sont là. Et donc, le problème, c'est que de tirer de cette fragmentation et de cette diversité des éléments de référence pour construire, consolider une culture nationale. Deuxième niveau, l'addition des efforts faits au niveau local et national doit se prolonger au niveau continental. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Problème évidemment de la diversité linguistique, les parcours historiques qui ne sont pas les mêmes, c'est évident, mais aussi il y a la nécessité, dans le cadre des principes d'ailleurs de l'Union africaine, et de la position du Maroc, c'est dans la charte de l'Union africaine nécessité de promouvoir donc une culture libérée d'un certain nombre d'entraves et d'hypothèques, des scories souvent coloniales d'ailleurs, et donc d'adhérer de manière convergente vers des idéaux communs. Des idéaux communs, c'est quoi? C'est des valeurs, c'est un modèle africain, une voie propre qui ne soit pas la réplique du modèle occidental et de l'européocentrisme que les uns et les autres en Occident essayent d'imposer. Et puis ça implique aussi un accord et une convergence sur les voies du développement. Les voies du développement passent par quoi? Elles passent par la prospérité, l'équité, le social, et vous l'avez dit tout à l'heure, la prise en compte de l'individu, de la personne. Il faut de l'humanisme. On n'a pas besoin d'une politique économique qui évacue les besoins et les aspirations des personnes sur place. Il y a également un autre élément qu'il faut définir peut-être, et il faut espérer que le forum de Bamako fasse des propositions. Il faut aussi un pacte social et aussi un pacte démocratique. On ne peut pas avancer si on n'arrive pas à faire adhérer les populations et les peuples africains dans un monde autre, recomposé, où il y aurait donc une commune aspiration à la paix, à la stabilité, à la sécurité, au développement et au progrès social. Et contrairement à ce qui peut être véhiculé, le Mali reste quand même, à travers ce genre de rencontres, comme le Forum de Bamako, qui a un rendez-vous qui est considéré comme le petit Davos de l'Afrique, quand même, il faut le rappeler, c'est une occasion, colonel Saoud, de prouver aussi aux détracteurs de ce pays qui disent qu'en fait c'est un pays qui se ferme sur le reste du monde ou sur le reste de la région, qu'il reste ouvert, il reste attentif et il écoute. Enfin, en tout cas, c'est un pays qui est ouvert à ce genre de plateforme où se rencontrent des experts pour traiter de sujets, bien sûr la culture, mais il s'agit aussi de solutions durables aux conflits, à l'insécurité, la mobilisation des ressources pour le développement économique et social. Bref, c'est des sujets de fond. Et oui, contrairement à ce que certains peuvent dire, le Mali est un pays qui reste ouvert et attentif. Tout à fait. Vous savez, il y a une humilité chez cette population. Ça fait longtemps que je fréquente ce forum. Il y a une humilité, il y a un respect des personnes et puis il y a une écoute. Et toutes les suggestions sont prises en compte. Je voulais rebondir évidemment sur ce que venait de dire c'est Mustapha. Je pense qu'il faut commencer d'abord par qui sommes-nous sur tous les plans, y compris culturels, parce que pour moi, ça devait être le corollaire qui est censé participer aux trois autres. La réconciliation, la culture joue un rôle incontestable, la paix, la culture a toujours été
a toujours eu un langage de paix et évidemment, elle est pour le développement. Donc, il faut savoir, comme disait quelqu'un, connais-toi toi-même, c'est Socrate. Je pense que la première phase doit être ça. Qui sommes-nous? Quelles étaient nos cultures? Quels sont les éléments qu'on peut additionner dans cette culture? Quels sont les autres? Avec le respect, évidemment, de souveraineté culturelle, ça vient d'être dit. Mais le forum certainement fera des propositions, notamment, et le Maroc est bien placé sur ce que nous appelons chez nous la culture religieuse. Et la fondation Mohamed VI des oulémas d'Afrique, qui a formé une centaine d'oulémas en Afrique, est une plateforme qui peut aider à la lutte contre cet hydre terroriste et contre toutes les radicalisations. L'islam du milieu, la tolérance, c'est une culture aussi, la religion. La tolérance, le dialogue, l'amour du prochain et toutes les valeurs que véhicule l'islam modéré, comme on l'appelle. Et c'est un chantier immense, mais je pense que cette partie de la culture qui est la religion, elle suscite une adhésion complète chez tous les musulmans d'Afrique, parce qu'il permet justement de déradicaliser et de lutter contre cette nébuleuse terroriste. Dernier point, si vous permettez, la culture doit aussi lutter contre le séparatisme. La culture doit être une culture d'union et non de séparatisme. Je pense que c'est un point aussi qui sera traité dans ce forum, parce qu'il y a des menaces de séparatisme un peu partout en Afrique, et les démembrements coloniaux, si on ajoute ce démembrement qui est en train des velléités puissantes ici et là, je pense que la culture doit s'impliquer dans ce créneau important qui permet quand même de maintenir l'intégrité des pays. Oui, on ne le rappellera jamais assez. C'est là aussi où, d'ailleurs, il y a quelques jours, sur ce même plateau, j'avais reçu le ministre malien de la Culture, le Maroc qui a accueilli en prévision des rencontres de Bamako en novembre, une exposition fantastique d'une trentaine de photographes venus des quatre coins du continent, ici à Rabat, au musée de la photographie, et qui m'a justement exprimé la volonté de placer cet élément culturel au centre des enjeux aujourd'hui de réunification du pays qui, comme je le rappelais il y a quelques instants, venait de terminer cette phase très importante de dialogue intermalien qui veut justement ouvrir les négociations avec tout le monde, les groupes armés aussi inclus. Oui, Mustafa Sahimi, vous vouliez rajouter quelque chose sur les recommandations de colonel Saoud? Les recommandations qui ont été formulées sont intéressantes. Oui, évidemment, aux valeurs religieuses. Valeurs religieuses parce que ce sont des valeurs de paix et de solidarité, de justice. Et ça, c'est le socle, évidemment, de l'islam. Et le Maroc, sur ce plan-là, assure la promotion de ces valeurs religieuses au-dedans et à l'international. Et c'est un message qui porte, un message efficace. Par ailleurs, je voudrais relever avec satisfaction que l'Afrique se prend en charge pour la réflexion stratégique. Je vous signale qu'il y a un autre forum qui est important, c'est le forum de Dakar aussi. Le forum de Dakar qui réunit un certain nombre de partenaires, de pays, le Maroc qui participe. Nous avons maintenant ce forum de Bamako qui s'est installé comme un rendez-vous important. La 24e édition, quand même, il atteint cette maturité. Voilà, c'est extrêmement important. Donc voilà une capitale d'un pays africain qui devient donc une référence pour une réflexion stratégique globale. Je voudrais vous donner un exemple. Le précédent forum, en mai 2023, avait quel thème? Il avait le thème suivant, le développement local, un moteur de sécurité et de paix pour le Mali. Donc voilà, voilà les périmètres qui sont évoqués dans ce forum-là. Maintenant, pour ce qui est de la culture, oui, à la valorisation du patrimoine, des arts et des traditions,
oui à la cohésion sociale, mais il y a une nouvelle donnée technique qui va peser de plus en plus dans le renforcement ou pas de la cohésion sociale, c'est la place et le rôle du numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique est un facteur important dans la consolidation ou pas de la cohésion sociale. C'est un cadre d'échange, évidemment. Et le problème est de savoir si l'extension, la généralisation du numérique, il y a 90% des populations maintenant au Mali, au Maroc ou ailleurs, etc., qui sont dans ce monde numérique. Et le problème est de savoir si ça va conduire à des dynamiques, quelles dynamiques, des dynamiques maîtrisées ou pas. Et ce problème, donc, de la digitalisation et de la cohésion sociale, nous en sommes là. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Mostafa Sahimi. Un dernier mot, Mohamed Badili Yatiwi, avant de clore ce débat. Oui, il y a de nombreux défis qui attendent des pays comme le Mali et l'ensemble des pays du Sahel, sans oublier bien sûr le Tchad par lequel on a commencé. Et les défis pour des populations qui sont très jeunes, des populations qui ont des demandes de plus en plus fortes et légitimes en matière de développement économique et bien sûr d'inclusion sociale. Et on voit que les différents changements de régime qu'il y a pu y avoir, soit par les militaires, soit par la voie, on va dire, une transition un peu originale au Tchad, vont permettre de voir si dans les prochains mois et dans les prochaines années, les nouveaux gouvernants sont en capacité de répondre à ces besoins-là. Et bien évidemment, je pense que le Royaume du Maroc a un rôle clé à jouer avec tous ces pays-là avec lesquels il entretient de bonnes relations et des relations à fructifier et à faire avancer quotidiennement. Merci Mohamed Badili Yatiwi et colonel Hassan Saoud. Donc, certainement, ce forum de Bamako va donner aussi le là à d'autres recommandations qui pourraient être même utilisées, n'est-ce pas, dans cette période de transition afin de répondre aux besoins finalement des Maliennes et des Maliens. Tout à fait. Tout le monde souhaite la réussite de ce forum et tout le monde, dans des discussions marginales, nous dit, espérons que par la culture, l'Afrique puisse d'abord être en paix avec elle-même et en paix avec le reste du monde. Et on a tous les éléments culturels et la richesse culturelle pour le faire. Absolument. Merci beaucoup, colonel Saoud. Je vous souhaite une bonne continuation de forum. C'était un plaisir de vous accueillir avec nous, même à distance. Le plaisir est partagé et salut à mes amis. Merci. Merci beaucoup, professeur Sahimi. Merci à vous. Et mes remerciements, bien sûr, à Mohamed Badili Yatiwi. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.